Alors, je reçois aujourd'hui Alexandre Delval. Beaucoup de gens vous connaissent déjà. Vous avez beaucoup sévi dans les histoires de compréhension de l'islam, de discussion sur l'islam, dans la géopolitique. Et aujourd'hui, vous venez d'écrire un livre qui tombe à pic, si j'ose dire, qui s'appelle La mondialisation dangereuse. Donc on passe de la mondialisation heureuse à la mondialisation dangereuse. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu. On s'est bien rendu compte lors de ce Covid que d'abord la mondialisation pouvait nous amener à des pandémies. Parce que si tout le monde se balade partout, s'il y en a un qui l'attrape, tout le monde le file à tout le monde. Quoi. Et la deuxième chose dont on s'est rendu compte, c'est que nos chaînes de production qui étaient hyper spécialisées, où on avait finalement tout était fait en Chine ou en Inde, et puis nous on assemblait et puis on vendait, si l'Inde et la Chine ne fournissent pas, on se retrouve avec pas grand chose à vendre. Quoi. Donc on a été un petit peu, on s'est rendu compte d'un seul coup que nos sociétés étaient devenues un petit peu dangereuses. Alors expliquez-moi comment on est arrivé à ce processus, parce que vous essayez d'expliquer ça dans le détail. Tout d'abord, merci de m'inviter. Je dirais, avec une phrase un peu d'attaque, on est passé de l'hyperpuissance à l'hyperdépendance. Ce que vous avez très bien dit au début. Les multinationales occidentales n'ont aucun intérêt à la relocalisation, à la réindustrialisation, puisque depuis que le politique a été dépassé par l'économique, alors que ça devrait être l'inverse, nos dirigeants occidentaux sont globalement les élus des choix des médias, qui eux-mêmes sont tenus par des multinationales, qui elles-mêmes ont un intérêt transnational, qui n'ont aucun intérêt à la resouverainisation. Donc elles sont des agents de désouverainisation. Ça n'a pas marché en Angleterre, ça. Avec le Brexit, là, ils ont eu un mauvais coup. Oui, ils ont un mauvais coup. Alors je mettrais juste... Oui, ce que vous dites est vrai, à la limite, d'un point de vue du souverainisme formel, mais moi, dans ma méthode géopolitique, j'ai toujours inclus dans la notion de souveraineté et de patriotisme la civilisation. Oui. Or, les Anglais ont justifié leur Brexit essentiellement contre la concurrence des petits blancs polonais et slaves qui venaient perturber les ouvriers anglais, mais rien chez les Brexiteurs ne donne le début d'une réaction contre l'islamisation. Donc cette société est souveraine d'un point de vue politico-stratégique, et c'est un retour à une forme de souveraineté, mais elle n'est pas du tout dans une logique de resouverainisation civilisationnelle, puisque comme vous le savez, l'exemple le plus terrible que je donne, c'est ce procès qui a duré plusieurs années d'un réseau d'imams pakistanais avec des viols de masse, qui a été totalement couvert par les juges, les politiques et les médias pendant des années, parce que ça risquait de réveiller l'islamophobie. Cette islamisation de la société anglaise est un véritable défi. Mais revenons à votre première question. Dans la mondialisation dangereuse, j'ai voulu montrer que la mondialisation peut avoir des côtés dangereux, c'est évident, mais ça veut dire qu'elle n'est pas niable en tant que telle. Il y a une mondialisation qui est anglo-saxonne depuis la chute du mur de Berlin et l'ouverture de la Chine à la suite de la chute de l'ex-URSS, a prolongé une mondialisation anglo-saxonne qui, à cause de la dépendance dont on a parlé tout à l'heure et de l'avidité des multinationales qui ont tout délocalisé, est devenue une mondialisation chinoise. Ça montre que ce n'est pas la mondialisation qui est fausse, qui n'existe pas, elle existe, mais elle a des dangers, surtout quand on ne la contrôle plus, à cause de cette avidité des multinationales. Et donc je distingue dans le début de ce livre, que j'ai écrit avec le professeur Sopelsa, ancien président de la Sorbonne, la mondialisation neutre, d'un côté, qui est un phénomène qui a toujours existé depuis la route de la soie, depuis Venise, depuis la Gêne, etc. Premièrement, de la mondialisation anglo-saxonne, qui est autre chose, qui a financiarisé et désindustrialisé à l'ère Thatcher-Reagan, et d'une troisième notion, le mondialisme, qui n'a rien à voir avec la mondialisation, ou plutôt qui peut être lié, mais qui n'est pas synonyme, puisque le mondialisme, qui est l'idéologie officielle de l'Union européenne et de l'Occident, je dirais, antipatriotique, l'Occident du système régnant, de l'establishment, ce mondialisme n'est qu'une lecture idéologique d'une réalité neutre qui, elle, est la mondialisation. En gros, la mondialisation, elle est neutre, et ceux qui tirent leur épingle du jeu, comme les Chinois, les Américains, ou peut-être demain les Turcs ou les Indonésiens, c'est ceux qui, en fait, ne renoncent pas à la souveraineté. Et les dindons de la farce, c'est les Européens, qui croient que la mondialisation signifie qu'on n'a plus de frontières, plus de murs, plus d'identité, qu'on n'est rien, qu'on est juste des consommateurs. Ils oublient que si on est consommateur, mais qu'on ne produit plus rien, et qu'on n'a plus d'identité, on attire les prédateurs. C'est le problème de la mondialisation conçue comme idéologiquement mondialiste
qui fait que l'Europe en est le dindon de la farce? C'est-à-dire que l'Europe a fait aussi une erreur conceptuelle. Vous avez mentionné la souveraineté, mais la souveraineté, en principe, c'est le privilège le souverain, c'est le peuple, hein, c'est de chaque pays. Donc ils ont. Et je crois que Bock-Côté a très bien montré dans certains de ses livres que le projet européen, c'était d'enlever la souveraineté du peuple pour la donner à des tribunaux extérieurs au pays. Donc on a essayé de faire passer la notion de souveraineté. Maintenant, la souveraineté telle qu'elle est conçue, c'est que les tribunaux, comme les tribunaux européens, doivent protéger les minorités les plus farfelues en Europe contre la tyrannie du souverain, du peuple. C'est-à-dire et à ce moment-là, on n'a plus aucun pouvoir ni économique ni rien du tout. Le pouvoir passe aux tribunaux. Et donc quelque part derrière cette mondialisation dont vous parlez, c'est en tout cas dans le domaine européen, il y a un projet caché qui est d'enlever la souveraineté à chacun des peuples et donc de vider la nation de sa substance, quoi. Enfin, me semble-t-il, c'est visible maintenant pour tous ceux qui veulent bien regarder. Et donc on est en train d'assister un peu partout à une espèce de révolte, si j'ose dire, des souverains, c'est-à-dire des peuples. Mais la lutte est dure, hein, c'est parce que les types ils sont bien organisés en face. C'est pas, je souhaite bonne chance à ce bon Éric Zemmour, parce qu'il a un peu le diagnostic qu'il fait aussi, mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile de retrouver nos souverainetés. Je partage votre avis. Quand on voit que l'Amérique a été divisée entre les patriots et les mondialistes, et quand on voit la difficulté avec laquelle Trump a pu légèrement utiliser le pouvoir... Mais Trump n'a jamais réussi à reprendre le contrôle du ministère de la Justice. Il me semble qu'il n'a pas... Voilà. Jamais. Le ministère de la Justice est resté complètement dans les mains de ses ennemis. Oui. Mais même la politique étrangère, au départ, il était plutôt pour une sorte de reset avec les Russes. Il n'a rien pu faire. Mais on a collé cette affaire russe qui est complètement grotesque contre lui. Grotesque. Et en plus, on lui a collé aussi, quand il a dû se débarrasser des deux principaux acteurs plutôt philo-russe, pas du tout en extase, mais plutôt pour une pacification avec la Russie. On l'a flanqué de néoconservateurs qui ont renforcé, moi j'ai analysé dans ce livre la mondialisation dangereuse, la nouvelle guerre froide avec la Russie. On a plus de mouvements de troupes, plus d'animosité, plus de sujets de conflit entre les États-Unis et la Russie que pendant la guerre froide. C'est extrêmement grave. Les Occidentaux n'ont absolument pas compris la nécessité de s'entendre avec tous les composants de la civilisation occidentale européenne, et ça bénéficie encore une fois à la Chine. C'est la Chine. C'est-à-dire que j'ai jamais compris pourquoi, j'en ai parlé beaucoup, mais j'ai jamais compris pourquoi les Américains poussaient avec une telle ferveur les Russes dans les bras des Chinois, quoi. C'était n'importe quel type qui regarde une carte se dit s'il y a une chose qu'il faut éviter, c'est que les Chinois et les Russes se mettent d'accord, parce que là on est mal barré, ils contrôlent les 2/3 des terres immergées, quoi. C'est complètement idiot, quoi. Mais vous savez que deux grands stratèges qui ont pourtant été assimilés au containment contre la Russie disent comme vous. Zbigniew Brzezinski, à la fin de sa vie, il reconnaît lui-même qu'on aurait on aurait dû être un peu plus inclusif, comme on dit aujourd'hui, avec la Russie, pour pas qu'elle tombe dans les bras des Chinois, alors qu'il a été très anti-russe. Mais mieux, en tant que Polonais, il pouvait pas. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a une sorte de il avait un atavisme. Là. Absolument. Mais un autre acteur extrêmement important de la guerre froide, le fameux George Kennan, le concepteur de la doctrine du containment, qu'est-ce qu'il dit à la fin de sa vie? Et je cite dans l'ouvrage sa formule qui est vraiment saisissante. Il dit « Moi, j'ai créé le containment, la doctrine du containment pour endiguer la Russie soviétique. Pas parce qu'elle était russe, mais parce qu'elle était soviétique, un danger idéologique. Et la plus grande erreur qui mettra la Russie dans les bras des Chinois à notre détriment, ça va se retourner contre nous, ce serait d'humilier la Russie, de les mettre dans ses pires retranchements. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc si le concepteur du containment lui-même reconnaît que c'était une erreur, vous avez raison de dire c'est n'importe quoi ou que vous ne vous l'expliquez pas. Il n'y a aucune cohérence. C'est en fait un formatage mental. Mais moi j'ai une théorie là-dessus. C'est stratégiquement stupide de faire monter la Chine qui va être le bénéficiaire de la technologie russe, mais je pense que dans la production de l'idéologie mondialiste, sans frontiériste, l'empire américain, tendance démocrate, qui est derrière aussi les GAFAM, etc., a voulu produire une idéologie foncièrement mondialiste qui est anti-identitaire. Parce que c'est pour justifier son empire global. Et c'est ce que ni les Russes ni les Chinois ne peuvent accepter. Et voilà. Et comme les Russes sont parmi les peuples blancs, parce qu'en fait, ce politiquement correct transnational considère que c'est les peuples blancs le terrain d'essai, le laboratoire du futur gouvernement mondial, parce que c'est là qu'il y a le plus de possibilités de culpabiliser et de diaboliser l'identité. Mais il se trouve qu'il y a un des peuples blancs qui est un empêcheur de tourner en rond, c'est la Russie qui dit non. Et comme elle n'est pas intégrée aux échanges mondiaux,
Elle a déjà essayé le mondialisme, ça ne lui a pas réussi. Ben voilà. Ils sortent d'une idéologie qui les a foutus, par qu'il y en a tué un nom pas possible, c'est pas pour rentrer dans une autre idéologie mondialiste. Alors, je Et partage... ils ont redécouvert leur religion aussi. Oui, je partage d'autant votre avis que j'avais rencontré un grand oligarque russe qui était le président des chemins de fer russes dans un voyage, Yakounine, un homme du système actuel qui pourtant a été communiste jeune. Et il me disait quelque chose de très intéressant. Quand je vois, alors bien sûr il est orienté, mais quand je vois ce qui se passe chez vous, cet établissement mondialiste, sans frontiériste, avec sa nouvelle Pravda, son politiquement correct et sa coercition mentale, etc., ça me rappelle le totalitarisme marxiste, mais ça ressemble, la violence en moins, mais ça ressemble énormément. Il me dit, vous ressemblez à ce que nous étions. La violence en moins, il faut le dire vite, parce que vous avez des violences morales qui peuvent être aussi pénibles que des violences physiques. C'est-à-dire qu'au moins, quand on était dans une prison, il ne pouvait plus vous faire grand-chose. Enfin. Tandis que maintenant, si vous voulez, quand vous tombez sous les feux croisés des journaux ou des médias de nos jours parce que vous avez dit quelque chose qui ne leur a pas plu, la violence qu'on vous fait est tout à fait extraordinaire. Alors nous sommes bourdieusiens, vous et moi, finalement, parce que la violence symbolique de Bourdieu, c'est peut-être ce qu'il a fait de mieux. Et l'habitus, ça décrit exactement ce système de violence et de reproduction des rapports de force. C'est le truc de l'Église catholique. Par la morale, mais c'est le truc de l'Église catholique. Bon, si vous voulez, au début, on vous excommunie, là, vous n'avez plus droit à la parole. Et puis à la fin, on vous fait cramer, quoi. Alors, mais vous n'avez plus de quoi bouffer. On est tout à fait d'accord. Et... C'est une des choses qui m'a le plus surpris, c'était quand même, et là je parle librement, mais quand le mur de Berlin est tombé, je me suis dit, c'est la preuve que la technocratie ne marche pas. On avait une preuve, 70 ans, plein pouvoir, ils ont tué des tas de gens, ça ne marche pas, ça a été un désastre. Et la leçon qu'on en a tirée en Europe, en particulier les hauts fonctionnaires français, c'est que ce n'était pas la technocratie qui ne marchait pas, c'est que c'était les Russes qui avaient eu des mauvais technocrates. Mais eux, étant des technocrates de talent, allaient réussir à faire marcher la technocratie chez nous. Et ils ont commencé à monter la machine infernale de l'État européen, alors même que son prédécesseur, l'État russe, qui était une première copie, si j'ose dire, s'écroulait. Donc il y a quand même eu... ce que disait un pape, il y a un paradoxe, mais ce que disait un pape, c'est que dans le fond, une hérésie n'est pas dangereuse tant qu'elle n'est pas passée en France. Et j'ai l'impression que l'idée... les Français ont une capacité à créer des désastres intellectuels qui est tout à fait au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que vraiment, c'est surprenant. Alors, c'est surprenant, je ne sais pas si vous connaissez l'ancien président du Sénat italien, le grand philosophe Marcello Pera, qui était aussi un homme politique. Lors d'un colloque, c'était gênant parce que je suis patriote, mais malheureusement, il n'avait pas tort. Un colloque à Valencia, en Espagne, un colloque international, et il dit « La France, c'est le pire et le meilleur, parce que quand elle produit une idéologie, si c'est la meilleure, c'est fantastique. Mais si ce n'est pas l'idéologie la plus saine pour les peuples, c'est la France la plus douée pour idéologiser voilà. et pour créer des poisons intellectuels. Alors c'était gênant parce que je suis un patriote et je lui dis quand même, soyez gentil avec mon pays. Mais malheureusement, il n'est pas entièrement tort quand on voit les dégâts de l'exportation des idées de la Révolution française, surtout la partie terroriste de cette révolution robespierriste, chère à Mélenchon. On en paye encore les... On en parle encore, oui. Mais regardez aussi, vous voyez très bien que toutes ces imbécilités woke sont parties de France dans les années 50, ont été aux États-Unis, où elles ont fait des dégâts considérables dans les universités, et elles reviennent maintenant nous empoisonner. Donc vous retrouvez, si vous voulez, les Lacan, tous ces gars-là, bon, vous dites, mais c'est extraordinaire cette capacité qu'a la France à raisonner de travers, quoi. Mais je maintiens tout de même que l'origine du mondialisme, qui est une lecture idéologique anti-frontière de la mondialisation qui, elle, est neutre, elle est quand même, à mon avis, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a des sources philosophiques, mais ceux qui ont des moyens pour la mettre en œuvre, il me semble, peut-être que je me trompe, on ne sera peut-être pas d'accord là-dessus, que c'est premièrement le pouvoir impérial américain, donc pas l'Amérique profonde de Trump, l'Amérique interventionniste, qui pour justifier son empire a voulu créer une idéologie mondiale, we are the world, et deuxièmement les multinationales pour justifier leur économie d'échelle et le fait de produire des biens interchangeables pour toute l'humanité, et surtout ils n'aiment pas trop payer les taxes aux États, ils ont produit un mondialisme aussi, c'est ce que le grand sociologue américain Benjamin Barber appelle Macworld, on en parle beaucoup dans mon livre, Macworld, et donc il y a ceux qui ont un intérêt structurel, économique, matériel à faire cela, et il me semble que les penseurs progressistes ou extrême gauche ou internationalistes marxistes, et c'est peut-être la pire attaque qu'on pourrait leur asséner,
Ils sont les idiots utiles, en fait, du grand capital déraciné. Parce que moi, je suis pour le capitalisme enraciné. Bien sûr, mais encore une fois, si vous regardez... Bon, les Américains, ils ont essayé de faire ça, mais ils n'ont pas vraiment théorisé. Les Anglais encore moins, parce qu'ils n'aiment pas théoriser, les Anglais. Ils font, mais ils ne théorisent pas. Mais regardez ce qui s'est passé. Tous les gars qui ont parlé du mondialisme heureux, c'est Mac, c'est Attali, c'est que des Français. Mais Fukuyama et Friedman aussi, Thomas Friedman. Fukuyama avait commencé un petit peu avant. Friedman avec la Terre est plate, et Fukuyama avec la fin de l'histoire. Mais bon, peut-être c'est partagé, mais il me semble que l'Amérique a énormément été habile dans la production d'une pensée mondiale qui masque son impérialisme, tandis que la France, elle a pris la lettre. La France, elle est idéologue, et quand elle produit une idée, contrairement aux Américains qui appliquent le contraire de l'idée qu'ils produisent, les Français et les Européens en général, à la suite de la France, en sont les dindons de la farce parce qu'ils y croient. C'est tout le problème entre l'Europe et l'Amérique. L'Amérique produit un mondialisme, elle n'y croit pas, elle reste quand même très patriote avec leur drapeau et leur GI, tandis que l'Europe est totalement désouverainisée. Elle a une armée. Et elle a une armée, ce que nous n'avons pas. Donc, ce que nous n'avons plus. Donc, si vous voulez, c'est très joli d'être mondialiste, mais à partir du moment où vous n'avez pas d'armée, ça devient un petit peu dangereux. Vous savez ce que disent les... Donc, qu'est-ce qui... Bon, alors maintenant, le mondialisme est malheureux. Donc, ce à quoi on assiste, et j'essaie de résumer un peu ce que vous dites en utilisant ce que dit un autre penseur qui s'appelle Nassim Taleb, vous le connaissez sans doute, c'est l'homme du signe noir, vous savez, et il a développé il y a quelques années une notion extraordinairement brillante qui est celle de la fragilité et de l'antifragilité. Donc on a bâti un système où chaque pièce, chaque moment de la production était hyper optimisé. C'est-à-dire qu'on le faisait au moindre coût et vous montiez comme ça. Bon. Et un système hyper optimisé est extraordinairement rentable, par définition, puisque c'est pour ça qu'il est fait, mais extraordinairement fragile. C'est-à-dire que s'il y a une pièce qui vient à manquer, comme le semi-conducteur en ce moment, tout s'arrête, quoi. Boum. Taïwan. Tout s'arrête, tout ça. Bon. Et donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on assiste à une réaction très forte dans les nations qui veulent qu'il y ait des éléments d'antifragilité dans leur propre... C'est-à-dire que c'est bien joli d'avoir des médicaments pas chers, mais si toutes les matières premières des médicaments sont faites en Inde, et si on n'en a plus, ben, on aura des médicaments, on aura des trucs qui sont pas chers, mais qu'on n'aura pas, ou qu'on n'aura pas quand on en a besoin. Donc on voit bien que cette espèce de débat qu'il y a eu entre le libre-échangisme et le protectionnisme, finalement, c'est un débat entre la recherche éperdue de la fragilité rentable et la recherche éperdue de l'antifragilité sûre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un vrai débat. Puis c'est pas nouveau, hein. Ça fait des siècles que ça dure depuis... Fragilité rentable, j'aime bien l'expression. Oui, mais on est extraordinairement rentable, extraordinairement fragile. Et donc ça veut dire que... Vous savez, fragilité, c'est pas quelque chose... Dans la pensée de Taïeb, c'est pas du tout une notion qui est négative. C'est-à-dire que, par exemple, les diplodocus, avant que la comète ne tombe, étaient extraordinairement bien, ils étaient parfaitement adaptés à leur environnement, mais si l'environnement changeait un tout petit peu, la température montait de 2 degrés ou baissait de 2 degrés, ils crevaient tous, quoi. Donc, être fragile, c'est être parfaitement adapté à l'environnement actuel. Mais si l'environnement change, vous crevez. Être antifragile, c'est être le petit mammifère à l'époque, lui. Donc, il n'y a pas de notion de valeur dedans. Et donc, on va vers une période où les nations, les peuples, vont rechercher l'antifragilité. Alors, ils vont rechercher l'antifragilité, mais on a un sérieux problème. C'est que dans peu de temps, à mon avis, dans quelques années, Taïwan va être envahi par la Chine ou annexé d'une manière pacifique ou pas. Et je pense que c'est déjà trop tard pour les Américains pour déclarer la guerre à la Chine, une guerre directe, et garder Taïwan, parce que la Chine nous tient tellement par les terres rares. Vous savez probablement mieux que moi ce problème, les terres rares, qu'on appelle aussi métaux rares, qui sont essentiels pour faire tourner toute la technologie moderne. Bientôt, avec Taïwan, les Chinois auront les semi-conducteurs, les puces, dont Taïwan a un quasi-monopole. Et à part le pétrole et le gaz, mais la Chine est très maligne, elle est déjà numéro 1 dans l'écologie. Les Européens se gaussent d'écologie, mais ils n'ont rien fait de concret pour aller à la transition énergétique. Je relisais des documents pour écrire mon livre, il y a un chapitre sur l'éco-énergie. C'est stupéfiant ce qu'en très peu de temps, la Chine a su mobiliser comme moyen pour aller, non pas vers la fin du charbon, mais pour devenir le meilleur en éolien, en photovoltaïque et en mobilité propre et en décarbonation, avec un plan à 2050. Les dirigeants chinois sont capables de faire des plans à 2050-2060. Mais ça n'empêche qu'ils vont avoir les moyens. Nous, on a des dirigeants qui ne font que des plans à l'échelle de leur réélection. Oui, tout à fait, ça, je suis d'accord. Équitable.
Non, on n'est pas armé équitable, mais encore une fois, si vous voulez, là, on va avoir un léger problème. Bon, ça, on travaille beaucoup sur les problèmes d'énergie. On se dirige à toute allure vers une crise énergétique monstrueuse, le prix du pétrole, parce que, bon, vous savez, dans l'histoire, l'énergie est toujours allée vers une énergie qui était pas très efficace, comme le bois, vers une énergie plus concentrée, comme le charbon. Puis ensuite, on a eu le pétrole, puis ensuite, on a eu l'uranium, puis on avait la fusion. Là, c'est la première fois dans l'histoire qu'on essaye de retourner d'une énergie extraordinairement concentrée vers une énergie extraordinairement décentralisée. C'est-à-dire que ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Absolument. Donc, si vous voulez, tous, ils peuvent dépenser tout l'argent qu'ils veulent dans les moulins à vent ou dans les miroirs magiques. Ça ne remplacera pas. On est à 80% d'énergie fossile dans le monde et à 35 ou 40% de charbon. Donc, et comme on a arrêté tous les investissements en charbon et en pétrole, on va tout droit dans une pénurie monstrueuse d'électricité. Et il va y avoir une crise énergétique gigantesque, ça commence déjà. Il va y avoir une crise en France, partout, et en Chine. Et en Chine, ils ont, le président Xi a donné l'ordre aux Chinois, aux entreprises chinoises, d'acheter le maximum, autant d'énergie qu'elles pouvaient. C'est-à-dire que si vous avez le président chinois qui dit bourrez-vous-en parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Ça veut dire qu'on se prépare. Ça veut dire que, donc on va se retrouver dans une crise énergétique mondiale. Et là, ça risque quand même de faire mal. Parce que quand on sera comme avec des robes de bure et des sandales en bois dans la neige, je ne sais pas si le Français de base va être content, quoi. Et les Allemands sont conscients de ce que vous dites. Pourquoi les Allemands n'ont pas voulu céder aux menaces de Trump et de Biden? Apparemment, ils ont fermé leur centrale nucléaire, voilà. Ils étaient cuits. Et vous savez, le fameux projet de Nord Stream 2, bien sûr, qui permet d'augmenter la quantité de gaz russe qui vient vers l'Europe, parce que le gaz est une clé pour l'avenir. On a besoin des hydrocarbures les plus propres, c'est le gaz. Et l'avenir sera aussi à l'hydrogène, mais ça, on n'en parle pas beaucoup. Et troisième... l'hydrogène, il faut le coller à côté d'une centrale nucléaire, sinon ça ne marche pas. Absolument. Et troisième énergie d'avenir, dont on parle assez peu, c'est bien dommage, c'est le nucléaire propre, notamment avec autre chose que l'uranium et le plutonium, c'est le thorium. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaissait dans les années 60, mais on a laissé tomber cette énergie nucléaire propre avec très peu de déchets qui dure très peu longtemps. Pourquoi? Parce que ça ne faisait pas double emploi avec la bombe. Alors on a privilégié une énergie nucléaire unique qui fasse double emploi civil. Donc je suis d'accord avec vous, il y a un énorme problème énergétique, mais ce qui est fou, c'est que la Russie nous donnerait la solution. Non pas pour être dépendant des Russes par plaisir, mais elle a le gaz. Or le gaz, c'est l'hydrocarbure de l'avenir, c'est le moins polluant des hydrocarbures. Mais même ça, apparemment, les lobbies écologistes ne veulent pas voir le gaz, alors qu'il pourrait déjà permettre non pas un passage impossible, comme vous dites, vers le renouvelable qui est trop intermittent, mais on pourrait aller vers déjà une modulation avec un peu de renouvelable, mais pas mal de gaz, et pour le futur, l'hydrogène et le nucléaire propre. Toutes ces voies alternatives au renouvelable qui est très fragile sont laissées tomber, sont diabolisées par les Grünta Thunbergisés. Demandez pourquoi. Pourquoi il y a cette espèce de haine on a l'impression que c'est quasiment un truc religieux où ils trouvent qu'il faut qu'on en prenne plein la tête parce qu'on a péché. Vous savez, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'on a fait des gros péchés et qu'on doit payer. Mais ça me paraît stupéfiant comme façon de penser. Mais je suis d'accord avec votre réponse. Je pense que la figure du migrant christisé, comme l'écologie radicale, sont deux prétextes, parce que ces gens-là sont ni pro-migrants, ni pro-écolo, et d'ailleurs ils sont souvent plus rouges que verts. Une fois je l'ai dit à la porte-parole du mouvement dans une émission vert, elle parlait du Hamas et de la Palestine depuis un quart d'heure. Je dis mais quel est le lien avec l'écologie? On sait très bien que ce sont des prétextes. Donc la figure écologique et la figure du migrant christisé permettent en fait de justifier une pensée mondialiste qui peut être utilitariste chez ceux qui l'ont conçu, chez les multinationales, mais pour les progressistes et l'extrême gauche, l'idée, c'est de détruire l'homme blanc qui doit payer et il doit expier sa faute en disparaissant. Et c'est là que Zemmour est peut-être le plus pertinent. Son idée de déculpabilisation, je ne dis pas que c'est pertinent parce que je le pense aussi et j'ai écrit dessus, mais je pense que c'est vraiment central. Ils veulent nous faire payer notre existence et tout prétexte est bon. Donc le climat et l'immigrationnisme permet de faire payer à l'homme blanc le fait d'exister et on lui fait admettre par l'écologie, on lui fait comprendre qu'il est coupable d'avoir détruit la planète. Donc l'idéal, ce serait que l'homme blanc disparaisse. Et l'immigrationnisme, c'est une façon de disparaître aussi parce qu'on lui dit change de population et l'idéal, c'est de laisser la place. J'ai fait le commentaire d'un rapport du Financial Times récemment qui était terrifiant, où un auteur d'origine indienne américain explique qu'il faut absolument faire tout pour que les peuples arabes et orientaux, il dit arabes orientaux, alors il ne dit pas le mot remplacer, mais ils disent aillent reconstituer ethniquement l'Europe. Mais il ne dit pas ça d'aucun autre continent.
Unique, donc ça prouve bien que derrière toutes ces justifications morales, il y a la volonté de détruire l'homme blanc. C'est un véritable suicide collectif pour les uns, ceux qui y croient, et c'est une attaque mortelle pour les prédateurs extérieurs qui veulent en finir avec l'homme blanc. Et finalement, encore une fois, la gauche moraliste n'est qu'un idiot utile d'un projet qui la dépasse, des prédateurs de l'Europe et de l'homme blanc et de l'homme occidental. Si j'ose dire, l'homme blanc a déjà abandonné un certain nombre de ses points forts ici ou là, et en général, ce qui se passe après, c'est pas tellement porteur, si vous voulez. Je me souviens de l'Algérie, par exemple, qui était plutôt bien dans les années 60, qui avait un niveau de vie qui était 3 fois celui de Singapour. Maintenant, ils se retrouvent avec un niveau de vie qui est le 10e de celui de Singapour. L'Égypte aussi. L'Égypte qui a viré ses Grecs, ses Juifs, ses Italiens, ses Français. On a vu le résultat. On a vu le Liban, qui était une merveille. Le Liban, qui était une merveille. Aujourd'hui, il est en train de partir donc, il y a... Et alors... L'Afrique du Sud, on pourrait citer aussi. L'Afrique du Sud, on pourrait citer. Il y en a plein qu'on peut citer. Donc, si on réfléchit sur ce projet, qui est un projet politique, mais il est porté surtout par des Blancs. Oui. Ah ben le BLM, c'est la preuve. Moi, j'ai enquêté sur le BLM, le mouvement Black Lives Matter. Il est né en 2013 dans des universités, Michigan et autres, avec des professeurs trotskistes bien blancs, parfois même bien rouquins, anglo-saxons ou celto bien culpabilisés. C'est pas du tout des Asiates ou des Latino-Américains qui sont pas... Alors, le Latino-Américain qui est très identitaire, il n'est pas du tout là-dedans. Donc c'est un truc de blanc qui veut se suicider pour se faire expier des fautes et qui est utilisé comme idiot utile par des mondialistes qui sont plus cyniques, qui ont intérêt à détruire les frontières pour des raisons matérielles. Donc je dirais qu'il y a plusieurs sources du mondialisme convergentes. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans le fond, pour qu'on puisse condamner le capitalisme, il faut qu'on montre qu'au niveau mondial, le capitalisme, par exemple, crée une énorme pollution et qu'il faut lutter contre cette pollution. Donc il faut qu'il y ait un péché originel du capitalisme, parce qu'on sait très bien que le socialisme, quand il a été appliqué pays par pays, ça rate toujours, quoi. Oui. Donc on dit, non, ce qu'il faut, c'est le capitalisme, regardez, il ne marche pas, à l'évidence, puisqu'on a cette énorme pollution de CO2. Mais alors ça amène à poser la question... Est-ce que c'est vrai ce bitonio ou est-ce que c'est un truc dont on nous bourre la tête? Est-ce qu'il y a vraiment une crise énergétique? Est-ce qu'il y a vraiment une crise de pollution? Parce que moi, je regarde des tas de choses. J'ai vu le gars qui a été le patron sous Clinton de tout ce qui est climatologie, etc. Il dit tous ces trucs-là, c'est du pipeau, quoi. Je pense qu'on ne peut pas tout nier. On ne peut pas tout nier. Il y a peut-être un réchauffement atmosphérique, mais est-ce qu'il est d'origine humaine? Est-ce qu'il a que des conséquences désastreuses? Est-ce que les solutions qu'on prend sont les bonnes? Vous voyez, il y a toute une série de questions qu'on ne traite pas, quoi. Ce qu'on ne peut pas nier, moi je suis allé plusieurs fois à Pékin, c'est impressionnant ce qu'on respire. On a l'impression qu'on nous injecte un produit. Là c'est dégueulasse, mais ça, c'est de la pollution. C'est dégueulasse, et on ne voyait pas le ciel avant qu'il décarbone les villes grâce à la mobilité propre, comme on dit. Oui, non, mais surtout, mais ça c'était comme à Manchester en 1900, en 1800. Ah, bien sûr, oui, absolument. Mais ça, tout le monde est contre la pollution. Tout le monde est contre la pollution, ça va sans dire. La pollution charbonnière. Le réchauffement, je pense qu'il est constatable, mais ce qui est discutable, et d'ailleurs le GIEC est beaucoup plus hétérogène qu'on le croit. Oui. Bien sûr, on reprend toujours les trucs. Voilà, parce que moi j'ai vu des rapports sur le GIEC récemment qui sont intéressants. En fait, il y en a qui disent des choses très variées, mais on est Greta Thunbergisé. Hein. C'est exactement ce que je veux dire. Mais c'est les mêmes. Voilà, j'ai honte, mes parents sont responsables, c'est des salauds, l'homme blanc est irresponsable. Mais en vérité, on sait qu'il y a un réchauffement qui est quand même que l'on constate à Venise ou ailleurs. Mais par contre, l'origine est peut-être tout à fait naturelle parce que, comme vous le savez probablement mieux que moi, je sais que vous avez réfléchi sur ces questions. Il y a eu des périodes de réchauffement encore plus intenses qu'aujourd'hui dans le passé, et donc c'est peut-être plus complexe. C'est en 1250. Voilà, mais par contre, qu'il y ait un réchauffement, je pense que c'est difficile à nier. C'est peut-être pas aussi intense qu'on le dit. Et il a l'air d'avoir un réchauffement. Il y a l'air d'avoir un réchauffement dans l'hémisphère nord, mais pas dans l'hémisphère sud. Alors là, je le croyais aussi, mais apparemment, dans l'hémisphère sud, il y a aussi des fontes de glace. Donc, l'hiver le plus froid au pôle sud. Dans l'histoire, on était à moins 71 et ça a duré des mois. Donc les glaces se reconstituent à toute heure. Ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, comme pour le Covid ou des choses comme ça, j'essaye d'avoir des travaux scientifiques et je réussis pas à trouver des trucs Parce que vous avez la réponse dans la question d'avant, c'est que, en fait, tout cela, c'est un prétexte qui permet de justifier une pensée anti-blanche, de déblanchisation, de désoccidentalisation, une pensée pour régler le compte à l'homme blanc. Parce qu'on ne culpabilise pas trop les plus grands pollueurs d'Asie,
mais on culpabilise le blanc. Ça montre bien que l'immigrationnisme, comme le climat, comme d'autres causes, sont utilisées comme des causes béliers par des gens en fait, qui sont animés soit d'un suicide, soit une volonté d'assassiner la civilisation occidentale coupable de tous les maux. Mais une question que je pourrais vous poser, parce que c'est vous le financier, comment ça se fait que les multinationales, qui sont comme dans le capitalisme, sont partie prenante, parce qu'elles sont à fond dans le woke et la cancel culture, et les GAFAM, alors là vous me direz c'est pas vraiment des capitalistes parce que finalement ils sont dans le vide, mais pourquoi ces entreprises occidentales multinationales qui produisent ou pas sont partie prenante de ce projet de cancel culture, alors que dans la mesure où, si on suit votre postulat, c'est une volonté de détruire l'homme blanc capitaliste, les capitalistes devraient s'y opposer à ce projet. Et non, ça montre que peut-être que la force des idées est première. Moi c'est mon postulat, je pense que la force des idées est première. Ils ont peur des gouvernements. Ils ont peur des gouvernements. Vous avez, ils vont plus loin que les gouvernements. Ils vont plus loin. Regardez par exemple l'université de Harvard, par exemple, qui vend tous ses producteurs de fossiles, d'énergie fossile. Quelque part. Vous avez aussi dans les parlements européens qui décident qu'ils vont donner des notes d'écologie aux différentes sociétés, vous savez. Donc, ils vont donner des notes. Et si vous êtes un gérant de fonds, vous ne pourrez acheter que pour un fonds de pension allemand, ou j'en sais rien, vous ne pourrez acheter que ceux qui ont les 2 meilleures notes. En dessous, vous n'avez plus le droit d'acheter parce que donc votre cours de bourse va s'écrouler et tout. Donc vous dites c'est des bêtises, mais moi je vais faire ce qui est nécessaire, quoi. Ils sont dans la relation publique, ils n'en croient pas un mot, et puis voilà tout. Donc un peu comme quand Decathlon retire une publicité pendant l'heure d'écoute de Zemmour sur CNews, votre idée, j'ai bien connu un des héritiers de la famille Auchan, donc je sais c'est pas le genre à se laisser impressionner. Donc les dirigeants qui cèdent à ce genre d'invective, c'est en gros pour pas avoir de vagues. Pour pas avoir de vagues, et parce que ils sont dans le métier d'essayer de faire de l'argent. Et notre capitalisme a beaucoup évolué vers ce que j'appelle un capitalisme de connivence. Ah oui. C'est-à-dire que une grosse partie de vos commandes viennent de l'État, et il n'est pas bon de se fâcher avec l'État. Regardez en France, 61% du PIB est maintenant fait par l'État. C'est-à-dire que si vous êtes dans la presse, si vous êtes dans le transport, si vous êtes dans la plupart des grands secteurs, vous n'avez pas intérêt à vous fâcher avec le gouvernement, parce que sans ça, vous n'avez pas beaucoup de commandes, quoi. Alors que dire des GAFAM qui sont plutôt en GAFAM, il va leur arriver quelque chose. Je m'explique, parce que, et à mon avis, ça a commencé en Chine. En Chine, il s'est passé un phénomène curieux. Jack Ma, oui, a disparu pendant plusieurs mois. A disparu pendant plusieurs mois parce qu'il a été à Shanghai. Il avait fait un discours en disant que les gars, il voulait lancer une espèce d'énorme, une nouvelle société qu'il avait créée, qui était une société financière qui remplacerait les banques. Donc, vous savez que la création de monnaie, c'est un privilège régalien. Donc, en Chine, on rigole pas avec ça. En Chine, donc il a dit, en plus, ils sont complètement nuls à Pékin, ils comprenaient rien à la technologie moderne et tout. Et donc, on l'a fait venir et on l'a rééduqué. On l'a rééduqué, il a dû aller cultiver des patates pendant quelques mois, sans doute dans la Sibérie inférieure, où il a dû se cailler un peu. Il est revenu, il avait tout compris. Mais en Chine, on est en train de remettre, vous vous souvenez ce que disait De Gaulle dans le temps, il disait « la politique de la France ne se fait pas à la corbeille ». Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. C'était une fameuse phrase. Mais la Chine est en train de réapprendre à tous ces gars-là que la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Avec Biden, la politique des États-Unis se fait à la corbeille. Avec Trump, ça commençait à grogner. Donc il est évident que la prochaine élection aux États-Unis va se passer. Est-ce que la politique des États-Unis se fait à la corbeille, c'est-à-dire elle est faite par Google, ou est-ce qu'elle se fait par les citoyens? Et donc on va voir arriver un Teddy Roosevelt qui va casser ces trucs-là. Alors je suis d'accord avec vous, dans le livre nous avons un passage, tout un chapitre sur l'économie digitale, les multinationales et les GAFAM, et on observe effectivement un retour en force des États qui n'ont pas dit leur dernier mot. Et là, je m'inscris en faux, on le cite dans le livre, contre la pensée, vous savez, de Bertrand Badi, qui avait théorisé les nouvelles relations internationales. L'État n'est plus l'acteur majoritaire. C'est du pipeau. C'est du pipeau, parce que comme vous dites, quand l'État a envie d'arrêter de jouer, il arrête de jouer, pousse, et ça s'arrête. Et on peut mettre en tôle. On peut les coincer comme on veut, mais j'avais remarqué toutes ces sociétés, elles créent de la valeur avec des 0 et des 1 dans un ordinateur. Et vous les faites apparaître où vous voulez. Donc, miraculeusement, ces 0 et ces 1 apparaissent toujours dans des endroits où ils sont peu taxés.
Oui, ça c'est un drôle de hasard. Vous oui. voyez, enfin, Mais c'est très bien. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va dire, bah, écoutez, vous avez fait, je sais pas, 30 milliards de revenus de vente en France. 20% de taxes. Ouais. On vous met 20% de taxes. Vos profits, on n'en a rien à foutre. Et vous avez vu, c'est ce que propose l'OCDE. Finalement, Trump a fait du bon travail parce qu'il avait lancé cette idée, Biden l'a repris, l'OCDE a suivi, l'Europe aussi. Et là, même si c'est un peu lent, l'OCDE se profile vers une taxation minimum 15-20% des GAFAM et des multinationales. Attendez, mais c'est une taxation sur les profits. Sur les profits. Mais ils font apparaître les profits là où ils veulent. À partir du moment où on taxera les profits. Il faudrait aller plus loin. Mais je pense que c'est un début. Il faut simplement taxer sur les ventes. Ah, bien sûr. C'est un début, à mon avis, c'est le début de la fin des multinationales qui défient l'État. Et c'est la preuve que ça va être le retour en force de l'État. Et la meilleure preuve que la mondialisation, c'est un peu la conclusion de notre livre, n'annule pas le pouvoir des États. Ceux qui tirent leur épingle du jeu aujourd'hui le plus efficacement de la mondialisation, c'est la Chine qui est ultra souverainiste. Donc en fait, cette opposition, moi je suis un peu taoïste, j'aime bien la pensée chinoise qui allie les contraires. La mondialisation ne s'oppose pas à la souveraineté, puisque c'est l'État le plus souverain du monde qui est le seul espace de cyber-souveraineté. Le seul espace dans le monde qui n'est pas dépendant des GAFAM et des moyens de communication américains, c'est la Chine. Donc c'est un pays totalement souverain, et c'est lui qui est en train de dominer la mondialisation. Ça montre bien que mais plutôt du coup, que les autres ne peuvent pas l'accepter. Les autres ne peuvent pas l'accepter, donc ils vont rompre avec la Chine, et ils vont essayer de devenir souverains. Et le problème, c'est que la Chine nous tient presque dans tous les domaines. Il manque que Taïwan, qui a le semi-conducteur. Et moi, ma théorie, c'est la théorie du jeu de Go, ou plutôt ce que je constate en Chine. Les Chinois savent très bien faire des guerres qu'ils n'ont pas à livrer. Et comme l'a dit Sun Tzu, ou la théorie du jeu de Go, on ne va pas faire échec et mat. On va faire en sorte que l'occidental et le reste du monde soient vaincus avant même qu'ils s'en rendent compte. Et quand ils voudront livrer la guerre, ils seront tellement tenus, encerclés, étouffés, bernés, subvertis, qu'ils ne pourront même pas la livrer. Et donc, s'il n'y a pas une réaction massive de démondialisation, ce que j'appelle plutôt la post-mondialisation, de relocalisation, de réindustrialisation, qui me paraît difficile, parce que ça peut faire monter les coûts des produits pour les braves gens qui n'ont pas la chance de pouvoir acheter des super produits, je pense que ça va être très compliqué. Et les multinationales aujourd'hui qui tiennent nos politiques, qui sont élus par eux, parce que les multinationales, c'est les médias ils font les rois. Donc je pense qu'aujourd'hui, structurellement... Ça va peut-être s'arrêter. Parce que Peut-être. regardez que la façon dont Trump a été élu, il a été élu contre les médias. Moi, et après, le système l'a repris. L'a repris, mais ça va recommencer. C'est un message d'espoir pour la conclusion, ce que vous donnez finalement. Et c'est ce que je pense dans le livre. Je pense que c'est le début de la fin de cette mondialisation confisquée par des mondialistes. Et la mondialisation va redevenir ce qu'elle a toujours été depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire neutre. Et ce sera les acteurs identitaires, souverains, jaloux de leur force régalienne, qui vont tirer leur épingle du jeu et qui vont dire stop, on en a assez de voir notre pouvoir grignoter. Je pense que c'est le début de la fin. C'est très possible, mais alors vous voyez très bien ce qui se passe à Taïwan, c'est que on a un bureau à Pékin, on a 8 ou 9 personnes, et puis un autre à Hong Kong, on en a 30 ou 40, donc on suit avec soin ce qui se passe à Taïwan. Ce que la Chine a très bien compris, c'est que essayez de vous replacer avec l'image de Huawei. Vous savez, la grande société. Huawei, c'était la fierté des Chinois. C'était la société qui taillait des croupières à Apple, qui faisait de meilleurs téléphones, qui était en train d'apprendre les réseaux partout, qui était vraiment C'était la merveille des merveilles pour les Chinois. En 3 mois, les Américains l'ont détruit. Ils l'ont foutu par terre complètement. Dans leur espace de cyber-souveraineté, ils l'ont banni. Non, ils l'ont banni, c'est-à-dire que maintenant, Huawei n'existe plus, quoi. Ils ont quand même 1 milliard de Chinois et une partie de l'Asie, quand même. Mais il y a quelques pays européens qui non, mais c'est fini. Ils ont plus de... Leur pouvoir mondial, vous voulez dire, mais à mon avis, ils vont encore exister. Ils vont continuer à exister, mais croupions. Oui. Et donc, si vous êtes le président chinois, vous vous dites, bon, ils m'ont foutu en l'air Huawei. C'est une déclaration de guerre. Comment je peux réagir ? La seule façon de réagir, comment ils ont tué Huawei, c'est en interdisant les semi-conducteurs qui venaient de Taïwan. C'est pour ça qu'ils vont envahir Taïwan? Non, c'est pour ça qu'ils ne vont pas envahir Taïwan. Pourquoi? Parce qu'ils vont acheter tous les ingénieurs, c'est beaucoup moins cher. Ah oui, alors ils peuvent l'envahir sans l'envahir, oui. Ce que je veux dire, c'est que les Chinois ont compris que c'était beaucoup... Ils veulent l'envahir, mais effectivement, les semi-conducteurs, ils peuvent les acheter aussi. C'est pas difficile, si vous voulez. Vous avez... Aujourd'hui, quand vous allez à Taïwan, les Taïwanais sont extrêmement détendus, parce que
Un ingénieur qui touche 100 000 $ par an à Taïwan, il va à Shanghai pour 450 000, voitures de fonction, appartements de fonction, etc. Donc ils vont acheter Taïwan. C'est beaucoup moins cher d'acheter Taïwan que de l'envahir. Parce qu'il faut pas oublier. Ils vont l'envahir quand même parce que c'est vraiment une obsession de Xi Jinping pour d'autres raisons. C'est la place stratégique, le contrôle du collier de perles, la réponse à l'encerclement. Mais admettons, effectivement, il y a un déclassement des entreprises taïwanaises depuis des années. Non, mais ce qui va se passer, c'est qu'ils vont simplement recréer. Et ce ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont créer une industrie des semi-conducteurs. C'est leur objectif. C'est leur objectif. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais s'ils y arrivent, ça veut dire qu'on va avoir des surcapacités dans les semi-conducteurs monstrueux, puisqu'on ne sera plus géré à l'optimum de fragilité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais malheureusement, on ne fait rien, nous. Les Européens font rien. L'Europe a un projet. Alors, il paraît qu'ils ont un projet en cours de peut-être aider des entreprises pour être un peu plus fort dans les puces. Il y a un projet, il y a une idée. C'est comme la dédollarisation pour d'autres. Donc, la Chine a un coup d'avance. Ah ben la Chine, elle va le faire. Et puis surtout, elle va mettre quoi attendez, je crois 700 milliards de $, des chiffres absolument monstrueux dans son truc. Donc, il faut bien rendre compte que ce que vous dites de la fin de la mondialisation, ça veut dire une hausse massive du coût marginal de production pour tout le monde, donc une baisse des niveaux de vie considérable pour nous. Absolument. Et c'est pour ça que ça va être très difficile pour nous de nous relocaliser. Je suis d'accord, Montebourg, c'est sympa ce qu'il dit au Saxe-Sapir, il faut se relocaliser. Oui, mais comment le faire sans ruiner les consommateurs pauvres européens? Ça paraît difficile. C'est pas très difficile, mais vous pouvez pas le faire avec l'euro. Puisque, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est que les monnaies asiatiques, puisque c'est là qu'est toute la production, doivent doubler ou tripler dans les 10 ans qui viennent. Et à ce moment-là, on redeviendra compétitif. Mais on ne pourra plus rien leur acheter. Donc nos niveaux de vie vont baisser. Mais c'est-à-dire qu'on va passer de consommateurs de dernier recours à producteurs de dernier recours. Mais ça suppose que les monnaies asiatiques triplent et que nos monnaies baissent des 2/3. Et ils nous font une guerre monétaire. Ça, il ne faut pas une guerre monétaire, il faut qu'on ait un contre-choc asiatique. Vous savez, il y a eu la grande baisse des monnaies asiatiques à la fin des années 90. Il faut qu'on ait une grande hausse des monnaies asiatiques et puis tout le monde repartira à l'équilibre. Et votre idée, c'est de partir de l'euro pour pouvoir ne pas avoir à dévaluer les salaires. Parce que quand on ne peut pas dévaluer la monnaie, on dévalue les salaires. C'est ça. Non seulement ça, mais nous, on a dévalué les salaires, soit, mais surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des transferts sociaux absolument monstrueux pour compenser la perte de niveau de vie des Français. Et aujourd'hui, si vous voulez, la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises est la moitié de ce qu'elle est en Allemagne ou en Angleterre. Donc c'est bien joli, mais qu'est-ce que vous voulez si vous voulez faire une usine en Europe, vous n'allez pas la faire en France, hein, puisqu'elle sera 2 fois plus rentable en Allemagne. Et donc, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que nos hommes politiques se sont spécialisés dans la croyance en une chose et son contraire. C'est-à-dire que ce que je dis aux gens, c'est que vous pouvez avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne, c'est une possibilité. Vous pouvez avoir la même productivité que l'Allemagne, mais vous ne pouvez pas avoir à la fois un taux de change fixe et une productivité différente. Si vous avez une productivité différente, c'est l'appareil productif qui s'écroule. C'est ce qu'on a vu. Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est mais quand est-ce que vous allez prendre la décision de n'avoir qu'une idée à la fois, qu'elle soit cohérente? Vous ne pouvez pas espérer à la fois être gros et maigre. Musclé. Pourtant, les taoïstes, c'est un peu leur philosophie, mais c'est un paradoxe plus efficient, parce que ce qui reste dans la mentalité chinoise, c'est l'efficience. Le taoïsme réunit des contraires, tandis que nous sommes en dissonance cognitive. Voilà, nous, on est en dissonance. Réunir des contraires, parfait. Mais prétendre que l'eau et la glace, c'est la même chose, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que vraiment, on a un gros problème, et on va peut-être conclure là-dessus. Moi, j'ai toute ma vie essayé de penser que nous étions arrivés là, nous sommes par une application de la raison. Et aujourd'hui, on est en train de passer dans des raisonnements de nature magique, sur l'énergie, sur tous les domaines. Même la santé, vous avez remarqué, la nouvelle mode, maintenant les nouveaux médecins alternatifs, ils vous disent, mais si vous n'y pensez pas, cette maladie vous arrivera jamais. Le cancer, par exemple. Ah non, mais c'est extraordinaire. Mais ce que je veux dire, on retourne à la magie. Là, je suis d'accord avec vous. Ce qui me frappe le plus ces dernières années, c'est la baisse de la raison dans les pays qui l'ont mis au plus haut sommet. C'est terrifiant.
Et le wokisme, c'est pareil. C'est la baisse de la raison, le wokisme. C'est la fin des raisons des Lumières, de l'universalité de la raison. C'est effrayant. Et du coup, la pensée magique, absolument, le relativisme. Et ça, je pense, c'est ça qui va détruire l'Occident plus sûrement que la Chine, l'islamisme ou l'immigration. Je pense qu'il y a un phénomène d'autodestruction de l'Occident et qui se traduit par la baisse de la raison, qui a permis le progrès, qui a permis la science. C'est peut-être la plus grande des menaces pour l'Occident. Oui. Il faudrait qu'un jour vous écriviez un livre justement sur l'écroulement de la raison en Occident. Oui, ça me plairait bien. Parce que, vous voyez ce que je veux dire, c'est, on le voit arriver ce truc depuis 45, mais même le marxisme était une espèce de scientisme, en fait. Oui, il y avait au moins une prétention. Il y avait une prétention, tandis que là, on est en pleine déraison, et les gens trouvent ça normal. Moi, c'est donc, si vous voulez, la fin du mondialisme, si ça s'accompagne d'une montée de l'obscurantisme intellectuel, c'est pas une bonne nouvelle. Je pense pas, parce que finalement, comme le dit Max Weber, l'État régalien, l'État-nation, c'est un espace de rationalité, puisque c'est la rationalisation politique, tandis que ce que veulent les mondialistes, c'est pas un État-nation, c'est la destruction de l'État-nation au profit de la tribalisation. C'est l'homme nomade cher à Alain Minck et à Guy Sormand. Ça, c'est terrifiant. Ce qui est dommage, c'est que des libéraux, vous qui êtes libéral, mais au sens noble du terme, pas au sens américain, pas au sens conservateur libéral. Ce qui est grave, c'est que des libéraux comme Sormand aient pronostiqué le triomphe de l'homme nomade, alors que c'est le plus sûr moyen de retomber dans vous savez, Locke, qui était Locke, qui était quand même le père de John Locke, etc., ben, lui, il avait écrit un admirable traité sur la tolérance, et il disait, bon, ben, il faut le lire, c'est un texte admirable, et mais il dit, quand même, tolérant, il était très tolérant, mais pas avec les catholiques, parce qu'ils obéissaient à une puissance extérieure à l'État. Donc lui, il disait, bon, tolérance, avec des gens qui respectent les mêmes règles. Mais s'il y en a qui ne respectent pas les mêmes règles, on n'est pas du tout tolérant avec eux. Et pourtant, c'était l'origine, donc, quelque part, le libéralisme... Essay on the Civil Government, je crois que c'était ça. C'était une merveille, ce texte. Donc, bah, écoutez, je suis très content de vous avoir reçu, mais je crois qu'on a du boulot, parce que j'en ai parlé un jour avec ce garçon que j'aime bien, donc, Bob Côté. Bon côté, et je lui disais, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur, nous, les pauvres intellectuels? Il m'a dit, bon, on va faire comme on faisait au 7e siècle, 8e siècle, on aura des petits endroits où on ira se cacher dans les montagnes, vous savez, et puis on s'écrira, et puis il y en aura quelques-uns qui maintiendront le flambeau allumé en attendant que les lumières ne reviennent, quoi. C'est pas très excitant comme preuve. Non, c'est pas très excitant. Un autre maître, le général Gallois, à qui j'ai dédié ce livre, parce que je l'ai écrit avec un disciple de Gallois, vous savez, le grand stratège français, me disait avant de mourir, mon vieux, battez-vous pour l'esthétique, parce que de toute façon, même le soleil, la lune, tout ça disparaîtra un jour ou l'autre, donc on est quand même tous certains de notre finitude. Donc il dit, si on se battait que pour être éternel, ce serait vain. Donc battez-vous pour l'esthétique. Voilà, donc c'est pas grave, c'est ce que dit Krishna dans la bataille aussi du Mahabharata. Pour le beau. Voilà, pour le beau et sans penser à l'issue, parce que si on pense au risque de l'échec, ben on a tous peur de se battre. Donc il faut continuer et peut-être qu'on pourra retrouver un équilibre. Moi je suis pas sûr que les déconstructeurs puissent rester longtemps pour une raison bête, hein, toute bête que ce que je vais dire, mais les déconstructeurs ne veulent pas se reproduire, veulent tout détruire, donc ils vont se détruire eux-mêmes. Tandis que les anti-déconstructeurs font des enfants, font des familles, créent des valeurs, des colonnes vertébrales. Donc si ça se trouve, les déconstructeurs vont essentiellement se supprimer eux-mêmes, tenter que les constructeurs restent moins passifs. Voilà, je suis d'accord avec vous. Donc c'est nos femmes qui doivent faire le boulot, quoi. Une fois de plus. Avec notre aide. Toujours volontaire. Merci infiniment.